Monsieur Stamper était le protégé de feu, le docteur Kaufman, qui lui enseignait l'antique technique de la torture par les chakras. Je pensais que votre télé nous mettait déjà à la torture. Gardez le meilleur pour la fin. Le 13 avril 1953, dans la station balnéaire fictive de Royal-les-Eaux, près de Dieppe, en France, surgit un espion secret britannique chargé de plumer aux cartes le trésorier du syndicat des ouvriers d'Alsace. Un type nommé Le Chiffre, taffant en vérité pour le bloc soviétique. Oui, paru il y a 70 ans, quasiment jour pour jour, sous le titre Casino Royale, la première mission de cet agent, baptisé James Bond, un nom piqué à un bouquin d'ornithologie, est de ruiner l'équivalent de la CGT. Un spécialiste des oiseaux. Eh bien... La suite, vous la connaissez sûrement, le commandeur Ian Fleming, auteur du roman, nous pond un livre par an. Casino Royale est adapté à la télévision américaine en 1954, avec Barry Nelson dans le rôle titre et Peter Lorre en chiffres. Puis, après de multiples tentatives, dont un projet avorté par Alfred Hitchcock, deux producteurs du nom d'Harry Salzman et Albert Broccoli achètent la licence à Fleming et parviennent à porter Bond au cinéma pour le Dr No de 1962, lançant une saga toujours pas prête de s'arrêter aujourd'hui, parce que le dernier volet en date, sorti en 2021 avec Daniel Craig au premier rôle, a engrangé près de 775 millions de dollars dans le monde. L'argent est à moi, l'argent est à moi, j'en ai suffisamment pour vivre comme un roi. Alors pour célébrer cet anniversaire, j'aurais pu vous faire une vidéo retraçant toute la saga. J'aurais pu vous causer aussi du Casino Royale de 1967, quand Peter Sellers lâcha le film en cours de route à cause d'une vanne de trop d'Orson Welles. Ça manque, me dit quelque chose. J'aurais pu vous parler de la guerre des Bonds il y a 40 ans, quand t'as eu deux films avec 007 la même année, un avec Sean Connery, un avec Roger Moore. Mais je garde ça sous le coude pour une prochaine fois, car là je préfère vous parler de Demain ne meurt jamais. Un Bond que j'avais voulu chroniquer l'année dernière pour les 25 ans, mais qui a eu une production tellement compliquée qu'il m'a fallu des mois de recherche pour tout décortiquer. Je veux dire, regardez la longueur de cette vidéo. C'est simple, tout ce qui pouvait merder a merdé, entre des lieux de tournage annulés au dernier moment, des réécritures à foison avec une dizaine de scénaristes, un casting sauvage, des accidents et des masses de procédures judiciaires. Et malgré tout ça, le film est quand même sorti au cinéma. Je n'en crois rien. Et dans un état plus que correct, parce que j'adore ce film. Que ce soit les décors, les scènes d'action, le méchant ou Michel Yeo, tout est cool. C'est notre grand moment. Et tout commence en juillet 1995, lorsque le monde entier découvre enfin les premières images de GoldenEye, signant le grand retour de 007 sur grand écran, après 6 ans d'absence pour cause de déboires judiciaires sous fond de royalties non reversées entre la compagnie MGM et le producteur Albert Broccoli, qui est surnommé aussi Cubby. You were expecting someone else? Avec ce premier teaser, le public découvre alors non seulement un nouveau film Bond, mais également un nouveau James Bond, avec le beau Pierce Brosnan remplaçant le ténébreux Timothy Dalton. Je vous demande pardon, j'ai oublié de frapper. Brosnan, qui alors de toute façon était né pour le rôle, il avait déjà squatté le tournage en 80 de Rien que pour vos yeux, à Corfou, en accompagnant Cassandra Harris, sa femme de l'époque, qui joue la comtesse Liesel dans le film. Permettez-moi. Puis-je vous raccompagner? Non, merci. Au début de la série Remington Steele, il se fait passer pour un agent secret. Pearson. Ben Pearson. Et incarnait également un agent dans des pubs en Amérique et au Japon. Répugnante habitude. Et vous le savez sûrement, mais Brosnan aurait dû jouer Bond bien avant GoldenEye en fait, dès Octopussy. Oui, lorsque Roger Moore commençait à hésiter, histoire de faire grimper son cachet. Ça, c'est un vieux truc. Finalement, Moore remplit là, Brosnan devint Remington Steele, dans une agence située, c'est marrant, dans les tours Century Plaza. Ah bon? Oui, c'est les mêmes construites durant le tournage du Colombo par Peter Falk. En voilà une coïncidence. Et puis après Dangereusement Vôtre, Roger décida d'arrêter définitivement les Bonds, se sentant trop vieux pour ses conneries. La nuit fut bonne, agitée, mais à l'aube j'ai pu jouir d'un repos bien mérité. Je vous en prie. Du coup, on rappela Brosnan, qui surpassa au casting des acteurs comme Sam Neill ou Lambert Wilson, et qui allait justement conclure Remington Steele, puisque le 15 mai 1986, la NBC a choisi de mettre fin à la série, gardant tout de même un préavis de 60 jours, au cas où il changerait d'avis. Accrochez-vous, je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Au même moment, le New York Post annonce, lui, que Brosnan va signer pour une grosse licence au cinéma. Et tout le monde se doute qu'il s'agit de Bond, malgré son insistance à dire le contraire. Oh, also, aren't you going to be the new James Bond? Isn't that the deal? No comment. But, Now, what does that mean? isn't that what they say? No, you gotta say... No, listen, it's not true. No, it is not true.
Tu mens, il ment. Cela relance un regain d'intérêt pour Remington Steele qui voit son audimat regrimper durant les rediffusions. Et du coup, au 59e jour du préavis et à quelques heures seulement de signer le contrat avec Cubby Broccoli, NBC relance Remington Steele pour une saison supplémentaire, histoire de surfer sur cette publicité gratos. It's the show that wouldn't die. Well, congratulations to you. Brosnan est forcé de rempiler, mais la NBC souhaite quand même accommoder les temps de tournage, quitte à faire des épisodes en Europe, afin de laisser l'acteur faire tuer n'est pas joué. Mais alors Broccoli refuse, se disant que le public ne payera pas pour voir un acteur au cinéma, s'il le voit déjà à la télévision toutes les semaines. Et ainsi, Pierce est donc obligé de laisser la place à Timothy Dalton, déjà contacté du temps au service secret de Sa Majesté. J'étais dégoûté en réalisant à côté de quoi je passais. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas fonctionné? Dites-vous, j'ai aucun grief personnel. C'est purement business. Du coup, alors quand Dalton préféra partir vers de nouveaux horizons après Permis de tuer, on rappela une dernière fois Brosnan, qui, depuis l'arrêt de Remington Steele et le décès de Cassandra Harris en 1991, pensait ses blessures en errant dans les tréfonds des téléfilms et quelques seconds rôles. Si vous ne réussissez pas du premier coup, jetez la pierre à vos parents. Alors là, je dois dire que ça me coupe le sifflet. Surprise. Et puis, alors qui dit nouvelle R, dit nouvelle M aussi, hein, et puisque dans la réalité, Dame Stella Remington est devenue directrice des services secrets britanniques, on vire les habituels acariâtres des anciens opus style Bernard Lee et ses copains, et on les remplace par Dame Judi Dench en tant que supérieure de Bond. Je ne sais pas si vous avez ce qu'il faut dans le pantalon pour faire votre boulot. Peut-être pas. Mais c'est mieux que d'avoir tout dans la culotte et rien dans la cervelle. Mais bref, c'est donc tout cela que dévoile le premier teaser de GoldenEye, et l'accueil est tellement enthousiaste que la MGM en profite pour lancer, dans la foulée, le développement d'une suite, planifiée à l'été 1997, afin de proposer un Bond tous les 2 ans, histoire de reprendre le rythme régulier de production de la saga. Sauf que les temps ont changé, que l'équipe n'est plus la même et qu'ils ont déjà pillé tous les écrits de Ian Fleming pour les anciens films. Mais même GoldenEye était une histoire originale, et ils ont mis 6 ans pour l'écrire. Que le martyre commence. Et justement, afin de gagner du temps, on décide de ressortir du placard un des scripts rédigés juste après la sortie de Permis de tuer, du temps où Timothy Dalton était encore partant pour le rôle. Je vous répète que vous avez une mission. J'entends que vous l'exécutiez avec objectivité et professionnalisme. Écrit par Alphonse Ruggiero Jr. de Flics à Miami et Michael J. Wilson, le gendre d'Albert Broccoli, le script, intitulé pour le moment Bond 17, se focalise sur Hong Kong, une ville encore sous le joug britannique depuis la première guerre de l'opium en 1854, et que Bond n'a plus visité depuis L'homme au pistolet d'or. Je vais rappeler Interpol pour leur dire que dans la police de Hong Kong, personne n'est à la hauteur, et demander à James Bond d'intervenir. Ah, et que l'Angleterre doit aussi rendre à la Chine au 1er juillet 1997. En 97, Hong Kong appartiendra à la Chine. Alors pourquoi Hong Kong? Eh bien déjà parce que Michael J. Wilson rêve de renvoyer Bond en Asie de l'Est depuis que Roger Moore a raccroché les gants. Que les tensions aussi entre l'Angleterre et la Chine avant la rétrocession de la ville sont un terreau super fertile pour le scénario d'un Bond, hein, surtout depuis que l'agent a perdu son ennemi héréditaire, la Russie, depuis la chute du bloc soviétique, et aussi parce que le cinéma hongkongais est super à la mode depuis la fin des années 80, avec la découverte par le public occidental des films de Jackie Chan et de John Woo. Et la saga Bond adore surfer sur les modes du moment, hein. Il suffit de se rappeler de Vivre et laisser mourir en pleine blaxploitation, L'homme au pistolet d'or et les films de kung-fu de l'époque, et puis Moonraker exploitant le succès de la guerre des étoiles. Et du coup, vous allez voir que pour celui-ci, on retrouve tout ce qui cartonnait au début des années 90. Que ce soit du Robocop, du Terminator, de la réalité virtuelle, t'as tout d'un dernier tiers aussi à la Die Hard avec Bond rampant dans des conduits d'aération. Et également 2 entrepreneurs japonais, parce que c'était la grande peur du moment. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le script n'a jamais été adapté, bon nombre de situations et de personnages se retrouvent dans les opus suivants. Par exemple, Bond part à la recherche de Connie, une cambrioleuse, au solde de la CIA. D'accord, on est du même côté. Qu'il drague en ski, la sauvant même d'une mini-avalanche. Vous allez bien. T'as un agent du gouvernement qui estime le MI6 et les services secrets britanniques dépassés et souhaite fermer la branche des 00. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ne le prenez pas contre vous. Un gars qui finira d'ailleurs par désavouer Bond à la fin, le forçant à faire cavalier seul, comme dans Permis de tuer, certes, mais aussi toujours comme dans Spectre. Je ne voulais pas en arriver là. Le méchant nommé Sir Henry Ching ici est un immense industriel, chéri par l'Empire britannique, habitant au dernier étage d'un immeuble. Oui, ça sera Elliot Carver de Demain ne meurt jamais. Encore une tour à la Carver. Un immeuble que Bond va infiltrer en passant par l'ascenseur, comme dans Skyfall, et il va littéralement l'infiltrer, hein. Oui, avec de l'eau, en ouvrant toutes les vannes, à la manière des Tortues Ninja dans le premier épisode de la série.
J'ai déjà vu de belles fontaines, mais jamais comme celle-là. T'as aussi Mi Wei, une membre des services secrets chinois, qui deviendra Wei Lin dans Demain ne meurt jamais, et qui meurt dans le script. Oui, parce que c'est ultra rare que deux jeunes femmes survivent dans un Bond. On en est à combien? T'as Ronin, son homme de main, venant d'Europe de l'Est, et qui deviendra Stamper dans Demain ne meurt jamais. Ouais. Un type qui parle allemand ne peut pas être un mauvais homme. Et qui possède là une visière à la Robocop, lui permettant d'analyser son entourage. Une idée qui sera reprise pour l'œil bionique du jeu GoldenEye au service du mal, et qu'on verra finalement au cinéma pour l'homme de main Primo, dans Mourir peut attendre. Blofeld vous salue bien. T'as aussi une baston avec une androïde asiatique à un moment, qui rappelle aussi Terminator, un autre film MGM, et qui inspirera sûrement le combat avec le samouraï robot de Robocop 3. Par contre, alors sa mort est calquée, elle, sur la fin dans ce Gruber, dans Piège de cristal, puisque l'androïde termine suspendu du 40e étage, accroché au bras de la Bond Girl, avec James tentant de la décrocher. Et bon voyage, Hans. T'as une poursuite entre deux voitures, bourrées de gadgets, qui sera finalement utilisée quasi tel quel dans Meurt un autre jour, à part le lieu qui change, enfin c'est les rues de Hong Kong dans le scénar, et un lac de glace pour le film. La scène se terminait en plus comme dans Spectre, avec Bond s'éjectant juste avant de balancer la caisse dans le fleuve. T'as un moment où le méchant fait exploser une centrale nucléaire grâce à des barres radioactives, comme tente de le faire Renard dans Le Monde ne suffit pas. Et la finalité du méchant est de créer une guerre entre la Grande-Bretagne et la Chine afin de venger ses parents bafoués par le gouvernement anglais. Tout ça pour que ce pauvre fou d'Alec puisse régler ses comptes avec le monde d'il y a 50 ans. Oh, je t'en prie, épargne-moi le couplet freudien. Et de l'autre côté, les scénaristes reprennent des éléments des anciens Bond. Avec le méchant souhaitant foutre deux superpuissances sur la gueule à la On ne vit que deux fois, et l'espion qui m'aimait. J'ai l'intention de changer la face de l'histoire. En détruisant le monde. Le méchant contrôlant le marché de la micropuce rappelle Max Zorin de Dangereusement Vôtre. Le coup de l'agent de la CIA qui suit Bond fait penser à Hollywood Head de Moonraker, ou Pam Bouvier dans Permis de tuer. Laissez ça aux professionnels. Aux professionnels. Et t'as même du Tracy de service secret de Sa Majesté dans le personnage, puisqu'elle se suicide à petit feu en se dopant à l'adrénaline. Ça, ce n'est jamais arrivé à l'autre. Tandis que toute la séquence finale avec Sir Henry agressant Bond et Connie dans leur chambre d'hôtel alors qu'on pensait le film terminé, rappelle là l'arrivée surprise de Rosa Klebb dans Bon baiser de Russie, Monsieur Kidd et Monsieur Wint dans Les Diamants sont éternels, ou T.I. dans Vivre et laisser mourir. Je sais maintenant que je ne cours plus aucun risque. Il ne peut plus rien. Nous arrivez d'affreux maintenant. Mais pourquoi pas? Mourir peut attendre fait bien référence aux anciens Bond et reprend même des éléments des bouquins et ça fonctionne. Maintenant, nous avons toute la vie devant nous. Nous avons toute la vie devant nous. De plus, le fait de faire rentrer Bond dans les années 90 en le mixant avec de la science-fiction, eh ben c'est pas si con. Moonraker était encore à ce moment le film le plus rentable de la saga. Et le Meurt un autre jour de Brosnan, avec une Aston Martin invisible, des lasers et une combinaison électrique, sera son plus fructueux. Et le plus drôle aussi. Bon Brosnan, on va faire du kitesurf. Il y a un tsunami qui arrive aujourd'hui. Du kite et des tsunamis. Du coup, bah c'est pas si con si, après l'échec public du réaliste Permis de tuer, et pour célébrer l'ultime Dalton, ils ont souhaité partir dans un changement de direction aussi radical. Bond contre des robots aurait été stupide, certes, mais rentable. T'as même eu une dernière mouture du scénar où ils partent dans la parodie, là, avec plein de références à la pop culture. C'est comme Moonraker, quoi. En tout cas, le film est annoncé lors du festival de Cannes de 1990, avec un panneau publicitaire géant et tout le tout-team. Mais alors, en décembre de cette année, la compagnie MGM, qui finance le bousin, est rachetée par Giancarlo Paretti, un homme d'affaires peu scrupuleux dont j'avais déjà causé dans ma vidéo sur l'île aux pirates. Ouais, le type, pourtant condamné à 46 mois de prison en Italie, parvient à obtenir un prêt d'1,3 milliard de dollars de la part du Crédit Lyonnais, afin d'acheter la MGM. C'est une affaire bien calculée. Et alors, aussi surpris que nous, je pense, Giancarlo se dépêche d'écouler les actifs, avant que la brigade financière jette un œil à tout ça. Mon expérience passée me sera d'une grande aide. Et de quelle expérience parlez-vous? 6 années avec le service des fraudes. Il vend alors les droits audiovisuels et VHS de Bond au groupe Turner pour 60 millions de dollars, sans enfiler un seul centime à Kubi Broccoli, qui a pourtant produit tous les films depuis Dr. No. Non, mais non, je ne vais pas crier. Et puis alors, fin 1991, alors qu'on se prépare à sortir la série James Bond Jr. à la télé, on découvre que Paretti a bien évidemment trifouillé les comptes de la société. C'était la mode à l'époque. Il est arrêté alors qu'il tentait de fuir pour la Tunisie, le Crédit Lyonnais annule le prêt et récupère la MGM dans la foulée, bref, c'est un gros bordel. Broccoli porte plainte pour récupérer le blé qu'il n'a jamais pu toucher, et tout cela n'a en fait rien à voir avec James Bond Jr., mais je savais pas où le caser. C'est encore moi, Bond Joes. Oh non, revoilà l'affreux. Kubi, fatigué par des problèmes de santé, confie les Bond à sa fille, Barbara, et à son gendre, donc, Michael J. Wilson, et ce n'est qu'en décembre 1992 que tout se résout, enfin, pour une somme non communiquée. Combien voulez-vous?
Combien? Et c'est donc après cette interlude qu'ils ont pu enfin repartir pour GoldenEye, nommé ainsi en référence à la villa jamaïcaine de Ian Fleming, qui s'appelle GoldenEye. Avec le scénariste Michael France de Cliffhanger reprenant alors tout à zéro, utilisant la chute du bloc soviétique pour son scénario, une chute qui nous est montrée littéralement durant le générique, et nous donnant ainsi le film que l'on connaît. T'es en retard, 007. J'ai dû faire un stop au petit coin. Alors forcément, mi-95, quand MGM souhaite développer une suite, on ressort le script de Bond 17. Et vu que Michael France est parti dans l'enfer du développement des 4 Fantastiques pour Chris Columbus, le studio décide de confier d'abord l'écriture de Bond au romancier Donald Westlake, le co-créateur de la série Super Train de 1979. Que je mentionne juste pour vous mettre un extrait du générique. Ouais, en gros, ça devait être La Croisière s'amuse, mais dans un train. Un truc sympa sur le papier, mais chiant comme la pluie, et qui fut annulé au bout de seulement 9 épisodes. Alors, pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que, comme pour Super Train, son concept pour Bond avait l'air cool à l'écrit, avec un entrepreneur souhaitant raser Hong Kong grâce à une machine à tsunami, créant du coup un gigantesque raz-de-marée, un spectacle sensationnel certes prometteur, mais que tu verras jamais, parce que le but de Bond est d'empêcher les catastrophes. Non, impossible. Ouais, en gros, on te tease une scène de destruction qui ne viendra pas. C'est naze. C'est comme si on te promettait une voiture bourrée de gadgets et qu'au moment de l'utiliser, rien ne marche. Et si vous êtes curieux ou curieuse, le scénario a été repris pour un bouquin publié quelques temps après sa mort. De fait, en janvier 1996, après avoir perdu des mois avec Westlake et son idée à la con, on préfère faire appel au scénariste Bruce Fairstein, qui avait aidé à fignoler GoldenEye, en lui demandant de se grouiller un peu quand même. Mais alors le 27 juin 1996... The man who brought James Bond to the big screen, the producer Cubby Broccoli, has died at his home in Hollywood. He was 87. Albert Cubby Broccoli décède d'une insuffisance cardiaque, concluant ainsi la carrière de celui qui portait Bond sur ses épaules depuis 1962, et laissant le champ libre à Barbara Broccoli et Michael J. Wilson pour poursuivre, à leur façon, les aventures de 007 sur grand écran. Vous êtes vraiment un duo de choc. Et c'est seulement en août 1996, soit 5 mois avant la date prévue pour le tournage, que Fairstein rend sa copie, avec un script précaire, certes, mais se rapprochant du produit final. Ouais, en fait, les seuls éléments non repris dans le long métrage, c'est un second homme de main, chauve coréen, qui deviendra Zhao, dans Meurt un autre jour, avec un combat final repris pour Le Monde ne suffit pas, t'as Q qui annonce sa retraite, comme dans Le Monde ne suffit pas, t'as une poursuite dans Venise, qu'on verra dans Casino Royale, en plein carnaval, qui rappelle du coup la fête des morts de Spectre, t'as une baston sur les toits, où il passe à travers une verrière, comme dans Quantum of Solace, et qui enchaîne avec un combat au cœur d'un musée militaire avec Bond et son opposant se battant avec toutes les armes leur passant à portée. Un moment très cool qui sera finalement utilisé pour l'excellente scène de baston au Reform Club de Meurt un autre jour. Il fallait revoir la déco de toute façon. Le méchant, nommé ici Elliot Armstrong, sera rebaptisé Elliot Carver pour Demain ne meurt jamais, sûrement parce que Armstrong c'est trop chiant à prononcer, et qui nous fait tout un discours défendant la cause écologique, comme Green dans Quantum of Solace. Et puis t'as aussi des passages du scénario en hommage à Goldfinger ou Opération Tonnerre, avec une réunion où le méchant se défausse d'un traître, un truc de toute façon déjà repris une masse de fois au cinéma. Tu vois aussi Bond cherchant une épave à bord d'un avion, comme dans Opération Tonnerre, où il cherchait à bord d'un hélicoptère, piloté par Felix Leiter, qui, alors du coup dans le script, est remplacé là par le personnage de Jack Wade, qui avait été introduit dans GoldenEye. Et vous, qui êtes-vous, Monsieur Météo? Oui, un agent de la CIA incarné par Joe Don Baker, qui faisait un des grands méchants de Tuer n'est pas joué, c'est marrant, et qui, alors par souci de continuité, prend la place de Félix dans les Bonds de Brosnan, puisque l'agent Leiter s'est fait becter les guibolles par un requin dans Permis de tuer. Je te fais connaître le début d'une vie nouvelle. Une scène reprise en fait des pages de Vivre et laisser mourir, et qui n'avait pas été utilisée pour la version avec Roger Moore. Voyez-vous ça? Et d'ailleurs, t'as aussi dans le script de ce Bond 18 un passage pris du bouquin Opération Tonnerre, où Bond cherche de l'uranium dans un yacht avec un compteur Gégère. Ah, et quant à la Bond Girl, eh bien alors James la rencontre dans un bar, comme Pam Bouvier dans Permis de tuer. Et en fait, tu découvres qu'il s'agit, là dans le script, de la nièce du méchant. Et elle passe en fait tout le film prisonnière dans sa tour. Ouais, Sidney Winch, car c'est son nom, sert à rien dans le script. Ouais, on est loin de la Natalia de GoldenEye, fortiche en informatique, qui se permettait même de donner des ordres à James. Eh bien, agitez-vous, sortez-nous de là! Oui, chef. Là, Sidney, elle ne fait qu'attendre son sauveur tout le long. Pour une fille qui n'aime pas s'attacher. Allez, tu m'enlèves ça, oui?
Bon, enfin, c'est un premier jet, de toute façon, c'est pas le plus urgent. Car le 23 août 1996, alors que tout le monde semble satisfait du scénario, ils apprennent avec stupeur que le lieu où ils voulaient tourner le film, c'est-à-dire les studios de Levensden, près de Londres, qu'ils avaient pourtant aidé à bâtir durant la production de GoldenEye, ne sont plus du tout disponibles car George Lucas a aligné la thune pour le réserver durant plusieurs années afin d'y tourner la prélogie de la Guerre des Étoiles. Ainsi, à moins d'1 an de la sortie prévue, voilà que James Bond se retrouve à la rue. Ça est mauvais. Bon, ils ont par chance réussi à booker le fameux plateau 007, le bien nommé le plus grand d'Europe, situé dans les studios de Pinewood près de Londres. Un bâtiment construit en 1976 par Ken Adam pour y caser le supertanker de l'espion Kim Aimait, et qui, pour Demain ne meurt jamais, est destiné à accueillir le navire furtif de Carver. Ce sont mes petites affaires, monsieur Gupta. Alors vous allez me dire, du coup c'est réglé, mais il faut savoir qu'un décor comme celui-ci nécessite plusieurs mois de construction, sans compter le fait qu'il faudra y caser des explosions et le détruire au fur et à mesure du tournage. D'où la nécessité d'avoir d'autres plateaux pour accueillir les autres décors nécessaires pour le film. Un bon point. Alors oui, bon, t'as énormément de scènes qui seront tournées en extérieur en décor naturel, avec plusieurs lieux prévus pour le moment au Vietnam, et d'autres tournés directement en Angleterre, comme le building d'IBM pour le siège de Carver, ou la Somerset House à Londres pour l'arrivée de Bond au ministère de l'Intérieur, qui, alors c'est marrant, servait aussi de faux Saint-Pétersbourg dans GoldenEye. Vous voulez me passer le marteau, Jumbo ? Bon, bien sûr, t'as aussi des scènes en intérieur tournées dans des bâtiments existants, comme l'imprimerie de Carver, filmée dans les locaux du Daily Telegraph, ou la chambre d'hôtel de Paris, située en fait au club de golf de Stoke Park, à Buckinghamshire. Le même golf où Bond effectuait sa partie avec Goldfinger. Intéressant. Mais en vérité, on préfère quand même construire des décors en studio, ne serait-ce que pour cacher les lumières et caméras, quitte à les modifier en cours de route pour tourner d'autres scènes, comme la salle de contrôle du ministère de l'Intérieur au début du film, qui devient ensuite la grande salle où Carver dirige ses médias. Quel genre de ravage le groupe Carver Media va-t-il faire dans le monde aujourd'hui? Donc, avec le plateau 007, ils ont certes au moins un lieu et un décor de certifié, mais alors pour le reste, ils sont dans la merde, vu que c'est le seul hangar disponible actuellement à Pinewood, puisque les autres lieux du site sont pour le moment réservés au sein avec Val Kilmer. Pathétique. Tout ça pour dire que s'ils veulent parvenir à tourner quoi que ce soit à partir au moins de janvier, il va falloir trouver un nouveau site et construire, encore une fois, de but en blanc, un énième studio de tournage. Vous au moins, vous allez de l'avant. Alors heureusement, la MGM préfère décaler la date de sortie de plusieurs mois, la mettant au 7 décembre 1997. D'une part à cause des multiples retards, et aussi parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver en face du Titanic de James Cameron, qui alors pas de chance sera aussi décalé et sortira quand même aux USA pile le même jour que Demain ne meurt jamais. Pour que ce jour compte. Bravo! Et alors justement, vu que Cameron a d'ailleurs engagé pour son film des réguliers de la saga Bond, comme Simon Crane aux cascades ou Peter Lamont au décor, et vu que son tournage s'enlise, il faut du coup trouver des remplaçants au pied levé. D'où l'arrivée, pour les décors de Demain ne meurt jamais, d'Alan Cameron. Aucun lien de parenté. Qui vient tout juste de terminer ceux de Starship Troopers, et qui n'avait encore jamais mis les pieds sur un Bond. On ajoute également Vic Armstrong aux cascades et à la réalisation pour la seconde équipe, un type qui a débuté en descendant en rappel dans On ne vit que 2 fois et dont j'avais déjà causé rapidos lors de ma chronique sur la série du jeune Indiana Jones, vu qu'il avait déjà supervisé les cascades de la trilogie Indiana Jones, excusez du peu. De fait, pendant que Armstrong fait joujou avec ses figurines pour réfléchir aux scènes de ce James Bond, Alan Cameron, lui, n'a donc que quelques mois seulement pour trouver de nouveaux locaux pour le film. Et le choix se porte assez rapidement sur de vieux entrepôts délabrés près d'une ancienne piste d'aviation à Frogmore, en Angleterre. Sachant que la piste d'atterrissage sera parfaite pour y filmer une partie de la scène d'intro et qu'on pourra aussi y construire toute une réplique de Saigon pour les cascades en moto. Reste maintenant à trouver un réalisateur, et puisque Martin Campbell de GoldenEye n'a pas voulu rempiler, préférant faire le très chouette Masque de Zorro, les producteurs vont alors faire appel à Roger Spottiswoode, un ancien monteur de Sam Peckinpah passé à la réal en 1980 avec Le Monstre du Train, un cool slasher avec l'oscarisé Jamie Lee Curtis et David Copperfield dans Magicien. Spottiswoode, qui avait déjà été contacté pour réaliser Permis de tuer en 1988, mais n'avait pas été convaincu par le scénar, préférant faire le sympathique Turner et Hooch. Tu commences même à lui ressembler. En fait, le nom de Spottiswoode fait sens pour Demain ne meurt jamais. Déjà parce que, vu son passé de monteur, il saura ne filmer que le strict minimum et pourra monter le film en quasi simultané, et en plus, il a déjà survécu à des tournages compliqués comme Arrête où ma mère va tirer ou Air America pour la Carolco. Donc la pression, il connaît.
En plus, il avait déjà taffé avec Alan Cameron et Vic Armstrong sur Air America. Comme le monde est petit. Donc tout semble normal pour ce voyage à destination du 18e Bond, mais vlatipa qu'intervient, en octobre 1996, Henry Kissinger. Alors l'ancien secrétaire d'État des USA, mais dans le cas qui nous intéresse, le conseiller de la MGM et du Crédit Lyonnais depuis 1994. Henry qui jette un œil sur le script et leur dit que c'est un peu idiot quand même d'avoir continué à centrer tout leur scénario sur la rétrocession de Hong Kong à la Chine, parce que déjà vous aurez quand même l'air super con si jamais l'un des deux pays annule au dernier moment, et puis votre film il sera tout ringard en sortant 6 mois après l'événement. Et là, à 14 mois du 7 décembre, il faut donc tout réécrire. Bon, après, chez Bond, les réécritures sauvages, ils connaissent, hein, que ce soit Goldfinger ou L'espion qui m'aimait, la plupart des films ont attendu jusqu'au dernier moment pour avoir un scénario potable. Mais enfin, ni une ni deux, la MGM dégage Bruce Fairstein, qui avait pourtant écrit ce qu'on lui avait demandé, et déclenche une réunion de crise. Ils enferment durant toute une semaine Roger Spottiswoode, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson dans un hôtel londonien, aux côtés de Jeff Kliman, le vice-président de la MGM, ainsi que 6 scénaristes débarqués en urgence, qui ont en gros participé aux aventures d'un homme invisible ou Allô Maman c'est Noël, donc pas franchement du gratin, auquel on ajoute quand même Leslie Dixon de Madame Doubtfire et Boire et Déboire, avec Bruce Willis dans son premier rôle principal au Cinoche. Salut les sangsues, regardez à quoi ressemble un bon scénariste. Et puis alors Spottiswoode appelle surtout son beau-frère, alias Nicolas Meyer. Le voilà, c'est lui. Le type, responsable du très cool C'était Demain, où H.G. Wells poursuit Jack l'Éventreur à travers le temps, et qui a aussi réalisé le second film Star Trek, et participé aux opus pairs de la saga, donc pas la moitié d'une brède, hein, ce meilleur. Eh bien tant mieux. Bon, évidemment, histoire de cela à péter, Nicolas envoie valdinguer le script de Fairstein en proposant une histoire où le méchant souhaiterait provoquer une guerre entre l'Inde et la Chine, histoire de réduire la population mondiale. Ce qui ne plaît pas trop à Barbara Broccoli, qui lui dit que c'est quand même un peu trop sérieux pour un James Bond, et que... Alors, Nicolas, t'es bien gentil, hein, mais on n'a plus le temps de tout refaire, hein. Donc on prend le script de Fairstein et on essaye de voir déjà ce qui fonctionne là-dedans. Vous avez intérêt à me pondre une histoire qui plaise à tous les publics pour demain matin 9h, sinon je vous fends avec cette hache. Bon alors, premièrement, pour aller plus vite, ils vont lancer la production de quelques scènes d'action déjà présentes dans le script de Fairstein, comme l'intro dans le marché d'armes à la passe de Khyber, en Afghanistan, un lieu repris d'une scène annulée de Tuer n'est pas joué d'ailleurs, et Vic Armstrong va te storyboarder tout ça avec son équipe, en changeant quand même quelques trucs. Genre, Fairstein avait imaginé Bond arrivant en escaladant une paroi de glace, mais alors, c'était trop compliqué à tourner, du coup Armstrong souhaite au début mettre Bond sautant d'un avion en wingsuit, c'est les combinaisons qui permettent de planer, mais on lui dit que c'est trop chiant, alors de fait, Bond débute direct sur le marché, mais on garde quand même l'idée du saut en avion quand il s'incruste plus tard en mer de Chine. Ouais, une scène ultra impressionnante réalisée en réel, avec le parachutiste B.G. Worth effectuant 80 sauts au total, vu qu'on ne peut filmer que quelques minutes à chaque fois. B.G. Worth, un nom qui dira peut-être quelque chose aux fans de Bond, hein, parce que c'est lui aussi qui saute de la Tour Eiffel pour Dangereusement Vôtre, et qu'on voit également à la place de Roger Moore lors de la scène d'intro de Moonraker, où alors là, pour le coup, il avait effectué 88 sauts. C'est quand même cher payé rien que pour sauver le monde, Jimbo. Par contre, alors l'idée du wingsuit sera récupérée, elle, pour Tomb Raider 2, lors d'une séquence réalisée par Simon Crane, un pote à Armstrong qui doublait Timothy Dalton dans Permis de tuer. Tu retrouves aussi dans Tomb Raider 2 d'ailleurs d'autres cascades imaginées pour un projet de Bond en Chine, développé avant Permis de tuer. À toi d'ouvrir la voie. Non, vas-y, je te suis. Un autre passage lancé rapidos en production, c'est le naufrage du HMS Devonshire, qui ouvre le film, et qui en fait rappelle le naufrage du faux navire du pêcheur au début de Rien que pour vos yeux. Il débute aussi la planification de la scène du parking, parce que Roger Spottiswoode voulait une scène de poursuite à la Goldfinger, et Pierce Brosnan avait été blasé dans GoldenEye de ne pas avoir pu utiliser les gadgets de la BMW. Excellent. Bon là du coup, pour Demain ne meurt jamais, ils y vont à fond, hein, avec une voiture contrôlée par smartphone, balançant des missiles, regonflant ses pneus, bref, c'est génial. Bon, t'as eu un accident entre 3 voitures déclenchant un gigantesque incendie, vite maîtrisé quand même par les pompiers. Mais un accident, ça peut arriver. À vous plus souvent qu'à votre tour. En plus d'une partie des scènes d'action, du script de Fairstein, on reprend aussi son méchant, un mania de la presse utilisant ses médias pour influer sur la politique mondiale, quitte à balancer des fake news ici ou là. Et alors tout comme Orson Welles avait calqué son Charles Foster Kane sur le véritable William Randolph Hearst pour son Citizen Kane, les scénaristes de Demain ne meurt jamais s'inspirent pour leur carveur de l'authentique mania Rupert Murdoch, qui alors via sa compagnie News Corporation depuis 1980 possède à la fois plusieurs journaux dans le monde, comme The Sun en Angleterre ou le New York Post aux USA, et qui venait tout juste de lancer Fox News en 1996. Phase 2 initiée. J'ai la fameuse vidéo qu'il vous faut. Je ne l'ai pas encore visionnée, mais on m'assure que le reportage est
excellent. A noter que Rupert Murdoch est toujours dans l'actualité, puisque se déroule en ce moment aux USA un gigantesque procès pour diffamation, après que Murdoch et son réseau aient tenté d'influer sur les élections américaines de 2020. Et sa vie et sa carrière servent également de terreau fertile pour les scénaristes de la chouette série multiprimée Succession. De même, le coup d'état que fomente Carver en espérant mettre le général Chang à la tête du pays afin d'obtenir, dit-il, « Oh, rien du tout. Si ce n'est un droit de diffusion exclusif sur les canaux chinois pendant 50 ans. » est aussi inspiré de Murdoch, puisque celui-ci rêve depuis le début des années 90 de pouvoir étendre son empire médiatique en Chine, amadouant les responsables du Parti communiste chinois. Les mots, voilà les armes nouvelles. Les satellites sont la nouvelle artillerie. Et vous êtes au stade suprême, le nouveau commandant. En effet. C'est du cinéma, fiston. Y a personne de si diabolique dans la réalité. Ensuite, l'autre plan de Carver, à savoir déclencher une guerre entre la Chine et l'Angleterre afin de couvrir le conflit et d'exploser ainsi l'audimat. J'aime beaucoup ce dernier titre. Il n'aime même pas de moi. Fait référence, lui, au succès de la chaîne CNN de Ted Turner, qui bidait au début avant de cartonner grâce à son imposante couverture de la guerre du Golfe. On était bien. Enfin, même la fin du méchant dans le film n'est pas anodine, parce que quand M, elle dit Carver, porté disparu présumé noyé lors d'une croisière à bord de son luxueux yacht au large de la mer de Chine. Eh bien cela rappelle le curieux décès du magnat britannique Robert Maxwell, tombé de son yacht au large des îles Canaries. Et pour l'heure, les autorités locales pensent que le magnat des médias s'est suicidé. Quant aux origines d'Elliot Carver, eh bien on sait dans le livre Making of qu'il est fils illégitime d'un bonze britannique de la presse hongkongaise, qu'il fut balancé à l'orphelinat et qu'il décida de se venger en ouvrant un journal concurrent, afin de ruiner son paternel. Bon alors au final il ne reste plus grand chose de son passé dans le film, hormis une très courte référence à Hong Kong, en souvenir du script original. Quand j'avais 16 ans, je travaillais dans un journal publié à Hong Kong. Une feuille de chou. Oui, pour faire plaisir à Kissinger, l'action du film ne se déroule donc plus à Hong Kong désormais, mais au Vietnam, où les relations avec la Chine sont toujours assez tendues. Bienvenue à Saigon. C'est toujours une joie de vous voir, Elliot. De son côté, Brosnan, lui, souhaite insérer dans le film une ancienne relation sentimentale de Bond, histoire d'avoir un peu de tension et quelque chose d'intéressant à jouer. Du coup, Feinstein avait incorporé le personnage de Paris, épouse du méchant et ex de Bond, qui, alors dans son script, a des étoiles dans les yeux en revoyant l'agent secret, et qui, alors dans le film... En 10 ans, j'ai appris à te détester, Jones. Et elle est jouée ici par l'impeccable Terry Hatcher, enceinte de 4 mois à ce moment, qui enchaîne depuis des semaines les très longues journées de tournage pour la dernière saison de Lois et Clark, et qui arrive sur le plateau de Bond même pas 24 heures après celui du Daily Planet. Durant l'année qui vient de s'écouler, on m'a tiré dessus. J'ai failli sauter sur des explosifs, être électrocuté. Si quelqu'un ici a besoin d'un testament, c'est bien moi. Donc autant dire que c'est pas la super forme, surtout que Brosnan voulait lui l'actrice Monica Bellucci. Mais la production avait refusé, préférant une star américaine à la place d'une italienne inconnue. L'explication étant que, alors comme Bond connaît déjà Paris, autant que le public la reconnaisse aussi. Elle te plaît pas? Elle te plaît ou elle te plaît pas? Il faudra du coup attendre Spectre pour voir Bellucci dans un Bond. Alors évidemment, comme d'hab, il tourne la scène de cul en premier, avec Brosnan patientant torse-poil durant des heures, en attendant que Terry se remette de ses nausées matinales. Et tout ça a causé des tensions durant le tournage, que Terry a relâché en baffant plusieurs fois Pierce. Et comme alors souvenez-vous, deux jeunes femmes ne peuvent pas coexister dans un Bond, bah on la bute. Les mêmes personnes ne peuvent occuper le même espace. Alors dans le script, Bond la retrouve noyée dans la lagune de Venise, comme Vesper, tiens, dans Casino Royale, et dans le film c'est le Dr Kaufman qui effectue la sale besogne, un chouette perso qui a failli avoir droit à son propre spin-off, et interprété magistralement par l'excellent Vincent Schiavelli, qui avait déjà croisé Terry Hatcher dans MacGyver. Votre conduite est tout à fait scandaleuse. C'est toi qui as embringué ton ami, t'avais qu'à pas venir fouiner dans le garage. Je vous promets que je serai muette comme une tombe. Ça, ma jolie, tu crois pas si bien dire. Alors les deux morts sont mémorables. Paris parce que Bond apprend son décès via la télé avant même de découvrir le corps. Une scène que Terry Hatcher a adoré faire parce que ça lui a permis de dormir un peu. Oui, elle pionce comme une merde là. Oui, ça se voit. Non, même pas. Et Kaufman parce qu'il s'agit d'une des rares fois où Bond tue de sang-froid, rappelant que notre héros peut aussi être d'une violence implacable. Attendez, je suis tout au plus un professionnel qui fait son travail. Moi aussi. Une scène qui rappelle d'ailleurs le moment où Sean Connery se débarrasse du professeur Dent dans Dr No. Et vous n'aviez que 6 coups. D'ailleurs, quand Brosnan veille la veille dans la chambre, flingue dans une main et verre d'alcool à portée, bah c'est aussi une référence à Sean Connery attendant Dent dans Dr No.
bizarre, je savais que vous alliez venir tôt ou tard. Je me demandais qui Carver m'enverrait. Et pour la seconde Bond Girl, celle qui reste en vie, Spottiswoode aimerait bien zapper la nièce passive du premier script et caser une femme d'action à la place, capable de rivaliser sans peine avec Bond sur tous les points, à la différence de certaines qui sont présentées dans les films comme ingénieuses et perdent soudain tous leurs neurones dès qu'elles terminent en maillot de bain, ou qui passent tout le film à crier En gros, il faudrait mettre quelqu'une du genre Melina Havenlock plutôt que Cara Milovi, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que tu es là, prends le manche. Quoi? De fait, Spottiswoode imagine une espionne de l'Est qui pourrait être incarnée par une célébrité hongkongaise du genre Michelle Yeoh, par hasard, que le réalisateur a découvert récemment dans Police Story 3 Super Cop, où elle fait équipe avec Jackie Chan. Pas de violence! Il faut dire que le film signait en fait le grand retour de Michelle sur grand écran, véritable star à Hong Kong avec des films comme Le Sens du Devoir 1 et 2, sachant que le 2 où elle fait équipe avec l'incroyable Cynthia Rothrock est en fait le premier, et qu'elle était danseuse à la base donc n'avait jamais fait d'arts martiaux dans ce film. Avant de prendre sa retraite en 1987 une fois mariée. Et puis elle s'est dit que non, c'est quand même stupide d'arrêter ses rêves pour un homme, et alors après son divorce en 1991, a repris la route du cinéma donc pour Police Story 3, où Jackie accepte de laisser une femme avoir un rôle aussi important que le sien, alors qu'il était plus habitué à les traiter comme des boulets. Jackie considérant, d'après Michel, que les femmes ne doivent pas se battre. Tu te crois supérieur, crétin? Mao Tse-tung a bien dit que les femmes détenaient le vrai pouvoir dans la société. Mao Tse-tung, alors ça m'étonnerait. Et puis alors, grâce au carton de Police Story 3 et ses cascades spectaculaires, Michel revient au top du box-office et se retrouve courtisé par Hollywood, comme pas mal de Hongkongais de l'époque. Et alors notamment pour un projet de remake du The Killer de John Woo, où elle reprendrait le rôle tenu par Danny Lee dans l'original. Une femme? Vos facultés d'observation vous font honneur, monsieur Bond. Non, ils le font pas par féminisme, non, c'est parce que les producteurs avaient peur que la relation entre deux hommes, comme dans l'original, soit perçue comme homo-érotique par le public américain. Oui, alors d'où une femme, pour l'inspecteur. C'est très joli ce que vous portez. J'adore le vert. Vous croyez que ça m'irait? Voilà, un film qui n'a jamais eu lieu, mais qui était produit, et c'est là où tout se rejoint, par Jeff Kleeman, le vice-président de la MGM à ce moment, et qui participe à l'écriture de ce Bond, et qui propose, de fait, lui aussi, Michel, pour Demain ne meurt jamais. De fait, on ressort le personnage de Mi Wei, du vieux script de Bond 17, en le renommant Wei Lin, avec en outre un grade de colonel, et après moult délibérations et insistance de la part de Spottiswoode et Kleeman, auprès de la famille Broccoli, Michelle Yeoh est finalement engagée. Bon, après, ça reste du James Bond, oui, alors tout comme le Major Amazova de l'espion qui m'aimait, dévoilé comme rival mais qui termine capturé à la merci du méchant. James. La colonel Wailing de Demain ne meurt jamais a certes droit à 2 scènes, nous la montrant capable de se débrouiller seule, avec Bond débarquant toutefois in extremis. Une veine pour toi que je sois de passage. Mais elle se retrouve quand même capturée à la fin, avec Bond obligé de la sauver, alors pas une, mais 2 fois carrément lors du final. Lâchez-la. Ce n'est pas fini entre vous et moi. Et lors de sa première séquence d'action, et alors que Bond fut discret comme un furet, elle déclenche l'alarme et fout le sbull dans les locaux en bourgeois de Carver. Et si la relation entre Bond et Wei Lin rappelle celle avec Amazova de l'espion qui m'aimait, où c'est toujours Bond qui a raison, donne les ordres et c'est toujours lui qui pilote... Non, c'est moi. Écoute enfin. Alors que Wei Lin est colonel, soit un grade au-dessus de Bond, donc déjà ta gueule James. Et en plus Michel niveau moto, elle se démerde. Enfin bref, en tout cas, en plus de la relation entre les deux agents, un britannique, une communiste, obligés de faire équipe ensemble, le scénario de Demain ne meurt jamais reprend aussi la trame de l'espion qui m'aimait, puisque tous les deux débutent par une intro dans la neige, même qu'un des scripts de Demain ne meurt jamais prévoyait aussi une séquence en ski, séquence qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Les deux films débutent aussi par un vaisseau britannique attaqué et perdu en mer, le plan des méchants est similaire en voulant foutre 2 pays sur la gueule, et ça se conclut par une grosse attaque dans le gros navire, tous les deux tournés sur le même plateau de Pinewood, je vous rappelle. Ah oui, puis à la fin, Bond et Wei Lin se retrouvent aussi naufragés, comme avec Bond et le Major Amazova. La mission est terminée, commandeur. Et en plus de l'espion qui m'aimait, t'as aussi des passages repris de Rien que pour vos yeux. Alors j'avais causé du naufrage au début, mais dans les deux, t'as aussi un moment où notre duo plonge dans l'épave, et ressortent sur un bateau pris en otage à chaque fois par les méchants. De plus, l'outil utilisé par Gupta pour dérouter les GPS de Demain ne meurt jamais fonctionne sur le même principe que le système Attaque de Rien que pour vos yeux, recherché par 007 durant tout le film. Ça leur sert à contrôler leurs satellites de navigation. Ce sont nos sous-marins qui recevraient l'ordre d'attaquer nos propres villes.
T'as aussi quelques hommages à d'autres films de la saga. J'avais causé de Dr. No tout à l'heure, mais tu vois aussi rapido c'est l'Aston Martin de Goldfinger à un moment. Ce passage est tourné à Bond Island, en Thaïlande, nommé ainsi car il s'agit de l'île où Scaramanga a élu domicile dans l'Homme au pistolet d'or. Et c'est l'un des 3 seuls films où Bond porte sa tenue de commandeur, comme Moore dans L'espion qui m'aimait et comme Sean Connery dans On ne vit que 2 fois. Celle en fait que portait Ian Fleming pendant la Seconde Guerre. C'est Céleste. Mais alors comme je l'ai déjà dit pour le script de Bond 17, c'est pas grave de trouver des références ou une trame similaire aux anciens opus. Oui, les Indiana Jones fonctionnent aussi sur le même schéma et ça en fait pas des mauvais films pour autant. Vous êtes sûr? Plutôt, oui. Certes, je préfère quand une suite change un peu, style Une journée en enfer ou Le monde perdu, mais pour un Bond écrit en plus à la va-vite, je vous rappelle, c'est pas si déconnant. Et puis comme les indies, alors certes la formule est connue, mais les scènes d'action sont toutes originales, avec une extraordinaire séquence d'évasion en descendant une énorme banderole là, en référence à Douglas Fairbanks dans Le Pirate Noir. La prochaine fois, je prendrai l'ascenseur. Et t'as aussi l'incroyable scène de poursuite à moto avec Bond et Weylin menottés, traversant les rues et toits de Saigon, poursuivis par un hélicoptère déchirant tout avec ses pales et se concluant par un saut impressionnant réalisé en direct, sans les pales qui ont été rajoutées plus tard numériquement. C'est féerique. Et ce qui est marrant, c'est que la formule moto plus hélicoptère faisait déjà partie du final de Police Story 3, avec les pales, et avec un train en plus, rien que pour la forme. J'ai l'impression d'être James Bond. Bon, alors pour l'anecdote, il s'agit d'une BMW R1200, un modèle imposant choisi exprès par Vic pour sa taille, car il en avait marre de voir des personnages tomber par miracle sur des motocross dans les films. Oh putain, oui. Elle est pilotée par le français Jean-Pierre Goy, le même qui conduit le Batpod de Dark Knight, et qui, alors que Vic hésitait à accrocher la moto à un câble pour lui permettre de sauter entre les 2 bâtiments, a certifié qu'il pouvait le faire sans. Bref, alors pendant qu'on peaufine le script, nommé au départ Tomorrow Never Lies, soit Demain ne ment jamais, en référence au nom du journal de Carver, puis renommé Tomorrow Never Dies à cause d'une erreur d'impression, Vic Armstrong débute les premières prises de vue, avec des doublures dans les Pyrénées en janvier 1997 pour l'intro du film, tandis qu'on décale pour avril le tournage avec le reste des acteurs, dont Brosnan, qui filmera ses plans à ce moment, sur le tarmac de Frogmore. Hélas, c'est aussi à ce moment qu'Anthony Hopkins, qui avait été engagé au départ pour jouer Carver, préfère laisser tomber, lassé des réécritures, afin de jouer Zorro, ce qui fait qu'à quelques mois du tournage, le film vient de perdre son méchant. Et pendant ce temps, Brosnan, lui, est en pleine promo pour le Pic de Dante et en profite pour causer du prochain Bond. Well, the next script is pretty good. I read a draft of it about 2 months ago. They've changed it around a bit. We're filming in Seville and Vietnam. Sauf que, le 10 mars 1997, à peine 3 semaines avant les premières prises de vue avec le cast, Alan Cameron, le responsable des décors, alors dans un porte-container en direction d'Hanoï, apprend, alors qu'il en est à 48 heures de traversée, que les autorités vietnamiennes viennent brusquement d'annuler tous les visas de l'équipe, et qu'il n'est finalement pas question de poser le moindre pied dans leur pays. Alors officiellement, le Vietnam n'est plus très chaud à l'idée de voir débarquer une pléthore de gens attirés par le tournage. Officieusement, le régime communiste ne veut tout simplement pas accueillir James Bond. Soirée divine, avouons-le. En fait, la même chose était arrivée lors du tournage de GoldenEye, quand, au moment des prises de vue à Saint-Pétersbourg, l'armée avait débarqué en annulant toutes leurs autorisations et en leur demandant de foutre le camp. La ville fut de fait reconstruite en partie en Angleterre dans les studios de Lavensden, et ils ont pu mettre en place toute la séquence de poursuite avec le tank, en détruisant les décors, comme si de rien n'était. Du coup, ne se laissant absolument pas démonter et profitant d'une escale à Singapour, Alan Cameron contacte alors ses potes thaïlandais d'Air America, en leur demandant si c'est possible de tourner Bond chez eux. Et ils lui répondent que pas de soucis, c'est Bat, on t'attend, t'inquiète, on a la place. Le matos reprend donc la mer en partance pour la Thaïlande, cette fois où on maquillera les rues afin de les faire ressembler à celles de Saigon, parce qu'on va pas encore changer le script, y en a marre. Il semble qu'une petite grisette se mitonne dans les eaux de la Chine du Sud. Mais alors vu que ça fait des nouveaux frais, on supprime de fait les scènes qui étaient prévues à Madrid et Séville, et on choisit de situer la partie européenne dans la ville d'Hambourg, en Allemagne. Pourquoi Hambourg, me demandez-vous? Tout simplement parce que Brosnan y présentera le Pic de Dante le 25 mars, et qu'on peut donc en profiter pour réquisitionner l'aéroport hambourgeois quelques heures afin d'y tourner la rencontre entre Bond et Q. On y va. Bref, le 1er avril 1997, Brosnan arrive enfin sur le plateau de Frogmore, prêt à tourner ses scènes. Sauf qu'il est grippé, oui, avec 39 de fièvre, ne peut donc quasiment pas parler et ne tournera au final que ses gros plans sur le tarmac. En parallèle, la presse commence à faire ses choux gras sur le tournage, disant que le film ne sera jamais prêt à temps, parlant de tensions entre Brosnan et un Spottiswoode rarement présent. Oh, votre scoop, ça a dû réchauffer. Alors en vérité, après quelques premiers jours laborieux, l'humeur est au beau fixe entre la star et son metteur en scène, qui ne fait que courir
courir, travaillant les dernières révisions du script avec un Bruce Fairstein engagé à nouveau, puis donnant ses instructions au monteur avant de tourner ses scènes, et de visionner ensuite les rushs dans la soirée. C'est pour ça qu'il semble peu présent. C'est aussi en avril que Jonathan Pryce de Brasil et Devita accepte, au pied levé, de remplacer Anthony Hopkins et d'interpréter avec classe Elliot Carver, après que l'équipe ait envisagé d'abord Terence Stamp ou Albert Finney. Il faudra attendre Skyfall finalement pour que Finney joue dans un Bond, remplaçant Sean Connery, prévu à la base dans ce rôle. Pourquoi t'es là, toi? D'ailleurs, pour l'anecdote, Jonathan Pryce avait lui-même incarné un agent britannique dans le sympathique Jumping Jack Flash de Penny Marshall. Qu'est-ce que vous avez dit à propos de la reine? Mais tant que j'ai rien dit. Le tournage se poursuit donc tranquillement, rien ne semble ralentir cette mécanique bien huilée, alors ni une tempête tropicale en plein Bangkok, ni une panne de bateau lors du tournage à Bond Island, les forçant d'ailleurs à passer une nuit entière sur la plage, en buvant et dansant en attendant qu'on vienne les secourir. Monsieur Bond, vous déjouez toutes mes tentatives pour vous offrir une mort amusante. Mais le 17 juillet 1997, on croit pourtant à la catastrophe. Brosnan s'entaille le côté droit de son visage en heurtant le casque d'un cascadeur durant un combat. Ce combat en fait, oui cette scène-là. Et voilà, au lieu de faire son connard et de renvoyer la faute sur l'employé, comme le font la plupart des célébrités, Pierce accepte cette fatalité, expliquant durant son transport à l'hôpital que c'est lui qui a fauté en se jetant du mauvais côté, riant même de l'accident en se disant qu'il a toujours rêvé d'une cicatrice à la Harrison Ford. Mais en vrai il s'en veut, pensant qu'il vient de foutre en l'air totalement le film à cause d'une simple erreur. Désolé, j'ai décroché un petit moment, Elliot. On lui fait alors 18 points de suture en lui demandant de faire attention les prochains jours. Et le tournage reprend dès le lendemain dans les rues de Hambourg, en ne filmant que son côté gauche et en ajoutant du maquillage pour les plans rapprochés. Et on peut bien voir la cicatrice là, ça a l'air super douloureux. Et on peut voir sa vraie blessure sur cette interview, à gauche là, juste au-dessus de sa lèvre. Non, c'est pas du maquillage. Vraiment. En parallèle, on contacte le compositeur David Arnold de Stargate et Independence Day pour travailler sur la bande originale du film. Car après la débâcle avec Eric Serra sur GoldenEye, qui n'a voulu n'en faire qu'à sa tête, on décide cette fois de faire appel à un connaisseur de la saga, tout David Arnold, énorme fan de John Barry, le compositeur cultissime des anciens Bond, et qui travaillait justement au même moment sur un album de reprise des différents génériques. Pour la chanson titre, Arnold écrit lui-même les paroles et la confie à la chanteuse K.D. Lang, mais la production refuse. Officiellement parce que K.D. Lang ne serait pas assez connue, et en vrai parce que l'artiste est blacklisté de certaines radios britanniques depuis son coming out. Quoi? Non, je suis folle de rage. On la remplace par Sheryl Crow qui compose du coup la chanson titre avec son comparse Mitchell Froom, tandis que celle écrite par David Arnold et interprétée par K.D. Lang sera utilisée quand même pour le générique de fin, et que je préfère. En définitive, après 6 mois laborieux, le tournage du film se termine le 13 septembre 1997, ne laissant que 3 mois à peine pour le montage et la post-production. Alors heureusement, les scènes de maquettes et autres effets spéciaux avaient été tournées bien avant, dans le bassin mexicain bâti pour Titanic, tiens d'ailleurs, permettant ainsi de gagner du temps et de conclure enfin toute la production de Demain ne meurt jamais à la mi-novembre, soit 3 semaines à peine avant la première à Londres, au soir du 9 décembre 1997. L'horloge! Regardez l'horloge, monsieur! Il ne nous reste plus que 15 minutes pour arriver au Reform Club, monsieur! Roger Spottiswoode a réussi son pari, le film sort enfin, et à la grande surprise de tout le monde, parvient même à survivre au raz-de-marée Titanic, engrangeant près de 340 millions de dollars dans le monde, soit à peine 15 millions de moins que GoldenEye. Les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles. Ce qui prouve en tout cas que la licence est toujours viable et c'est cool parce que j'adore vraiment ce film. Entre les tatanes de la belle Yeo, les chouettes scènes d'action, le cabotinage du pape François, le style du film avec des écrans partout, Lois Lane, le charisme de Pierce Brosnan toujours impec, le docteur Kaufman qui marque et le scénario toujours d'actualité avec les tensions en mer de Chine et les grands manias qui manipulent l'opinion grâce à leur chaîne de télévision. Même William Randolph Hearst, lequel disait à ses photographes « Vous fournissez les photos ». Moi, je fournirai la guerre. Non, vraiment un excellent Bond. Ouais, en fait, il y a que Stamper que je trouve un peu quelconque, qui est juste un grand Allemand aux yeux verrons. Un type peu mémorable par rapport à d'autres bras droits de la saga, tels Oddjob, Jaws ou Xenia. Bon, c'est peut-être dû au fait aussi que c'est Emmanuel Curtil en VF, et que du coup, j'ai l'impression d'entendre Simba ou Jim Carrey à la place. Stamper à Hambourg. Phase 1 en bonne voie. Vous dites? Je vous rappelle plus longuement pour faire le point.
Alors là, tu exagères. Bien sûr, comme d'habitude, à la fin du film, on nous promet que James Bond reviendra. Et alors, sans attendre, on commence déjà à travailler sur l'opus suivant, que j'aime aussi. Oui, parce que son scénario est d'un bordel sans nom, qu'il débute par une intense scène de poursuite dans la Tamise qui semble ne jamais finir, avec Bond ne lâchant pas l'affaire en poursuivant Maria Grazia Cucinotta, une scène qui semble préfigurer les futures poursuites des Craig, sans oublier un chouette homme de main, Sophie Marceau, Dennis Richards et M qui participe, le tout nommé en référence à la maxime de la famille Bond, déjà aperçue dans Au service secret de Sa Majesté. Belle devise. Le monde ne suffit pas. Théorie stupide. Devise familiale. Alors, après Demain ne meurt jamais, si Pierce Brosnan utilise cette nouvelle renommée pour produire en Irlande Le Neveu, puis le chouette remake de l'affaire Thomas Crown par McTiernan, avec les scénaristes Leslie Dixon et Kurt Wimmer qui ont bossé sur Demain ne meurt jamais, Michelle Yeoh, elle, n'a pas cette chance. En effet, malgré le succès du film, l'actrice ne se voit offrir que des seconds rôles stéréotypés et refuse de fait ses propositions honteuses. En fait, il faudra qu'elle monte elle-même sa propre boîte de production après son succès dans Tigre et Dragon pour qu'elle rejoue enfin un premier rôle avec le Talisman de 2002. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'elle aurait dû apparaître la même année en caméo dans Meurt un autre jour, lors du passage à Hong Kong, où elle aurait dû aider Bond à se fournir un passeport pour aller à Cuba. Mais elle n'a pas pu ou pas voulu se libérer. Alors justement parce qu'elle faisait le Talisman au même moment. Après, on verra Michelle Yeoh de ci de là, jouant une sorcière dans le sympathique troisième volet de La Momie, continuant tranquillement sa carrière entre la Chine et les États-Unis, produisant avec son mari The Lady sur la vie de la birmane Aung San Suu Kyi, avant d'obtenir son Oscar de la meilleure actrice en mars dernier pour sa performance dans Everything, Everywhere, All at Once. Oh Seigneur. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Devenant, de fait, la troisième Bond Girl avec Kim Basinger du Renégat Jamais plus jamais et Halle Berry de Meurt un autre jour, à obtenir la fameuse récompense. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. À ce jour, Daniel Craig a terminé d'incarner l'agent secret, et qui sait quelle destination va prendre la saga. Est-ce que ce sera un film sur ses origines avant qu'il ne devienne 00 comme il l'avait un temps envisagé en 85? Est-ce qu'on aura un Bond dans les années 60, histoire de changer? Tout est désormais possible, espérons juste que la production sera beaucoup moins chaotique que le dernier, ou que Demain ne meurt jamais. Ah, alors si vous voulez aider la chaîne financièrement, Utip a fermé, donc maintenant je propose un KissKissBankBank ou Tipeee si vous avez toujours un compte Tipeee. Mais je préfère KissKissBankBank. Merci beaucoup et puis à une prochaine. Brosnan.